Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois sur ce plateau du débat de la rédaction, l'émission de DTV consacrée aux questions d'actualité. L'actualité cette semaine, c'est les conseils des ministres décentralisés avec les promesses de milliards pour un Sénégal émergent. L'actualité, c'est également la suspension ou en tout cas le report de la convocation du procureur de la République concernant notamment ce qu'il est convenu d'appeler le protocole de Rebeuss. Nos invités, le docteur Cheikh Dieng, maire de Djiddah Thiaroye Kao et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec beaucoup de plaisir, j'en profite de dire bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de BTV. Vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Voilà. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter et saluer donc, les deux autres co-débatteurs, M. Sow et Koumando Fen, mon collègue de Diamaguène. Oui, Koumando Fen, maire de Koumando Fen Fall, maire de Diamaguène Sicap Mbao et membre de la convergence des cadres républicains de Pikine. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Pierre-Edouard. Nous réjouir de nous avoir invités sur ce plateau, au combien important, pour discuter de problèmes qui intéressent le pays. Donc je voudrais m'en réjouir. Et par la même occasion aussi saluer mon grand frère et ami, Dr Cheikh Dieng, maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, ainsi que mon autre co-débatteur, M. Abdourahmane Sow, président de COS M23. Oui, Abdourahmane Sow, président de la commission orientation et stratégie du M23. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à vos téléspectateurs. Et à mon tour aussi, j'en profite pour dire mes hommages à mes co-débatteurs, mes amis maires. Et puis vous dire toute la gratitude, en tout cas de la COS M23, de lui avoir permis par ma présence et ma participation, en tout cas, de prendre part au débat national. Voilà. Et je rappelle que nous attendons Ali Saleh Diop, membre du directoire de Réumi. Messieurs, il pleut des milliards sur le Sénégal. Cette semaine encore, le président de la République a promis 1800 milliards d'investissements pour la seule région de Dakar. Annonce faite à Pikine à l'occasion du Conseil des ministres décentralisés. Cheikh Dieng, les promesses de milliards, votre commune a accueilli également le président de la République parce que Djiddah Thiaroye Kao est donc une commune située dans la banlieue dakaroise. Comment avez-vous accueilli cette promesse d'investissement de 1800 milliards pour la seule région de Dakar? Avec un sentiment ambivalent. Un sentiment ambivalent de joie, mais de scepticisme également. Mais avec aussi, surtout, une grande déception. Une grande déception que malgré 1800 milliards, le président Macky Sall n'a pas eu la possibilité d'identifier des enjeux prioritaires de la politique. Avec scepticisme, je le disais tout à l'heure, parce que ces 1800 milliards s'ajoutent aux 3000 milliards déjà promis ailleurs. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais un débat sur Al-Fadjri où les populations de Diourbel se plaignaient qu'ils n'ont encore rien vu des 426 milliards qui étaient prévus. Alors, le 4 ans a parlé de taux d'exécution de 55%. Est-ce un chiffre fiable à votre avis? On ne peut pas discuter leurs chiffres, mais ça enfonce mon scepticisme sur la pertinence, sur l'exhaustivité du diagnostic. Parce que théoriquement, avec 426 milliards, c'était pour assurer l'émergence de Diourbel. 1800 milliards, c'est pour assurer l'émergence de la région de Dakar. Si après avoir dépensé plus que la moitié de ce qu'ils avaient promis, les populations ne ressentent rien, parce que c'est ça qui est important. Au-delà des chiffres, il faut aujourd'hui qu'en politique, on s'intéresse à la réactivité, au ressenti des populations. Donc s'ils ont dépensé plus que la moitié qui était prévue, et les populations se plaignent qu'elles n'ont encore rien vu, c'est que c'est encore plus grave. C'est que c'est encore plus grave.
Alors, mon troisième sentiment, c'était un sentiment de déception. J'ai dit tout à l'heure, on prévoit 1800 milliards. Diamaguène Sicap Mbao est encore sous les eaux. Djiddah Thiaroye Kao est l'épicentre des inondations dans la banlieue. Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Yeumbeul Nord, la banlieue en général est sous les eaux. Qu'on puisse dépenser autant de milliards, sachant que l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, Djiddah Thiaroye Kao a vécu des inondations très très difficiles pour lesquelles le gouvernement n'a apporté jusque-là, en tout cas pas la réponse pertinente à la mesure du phénomène. Et que sur ces 1800 milliards, il n'y a pas un seul franc qui soit prévu pour accentuer la lutte contre les inondations, pour sortir enfin les populations des eaux d'inondation. Ça signifie qu'il y a un problème dans l'exactitude du diagnostic, dans la pertinence des choix donc, auxquels ces 1800 milliards sont dédiés. Je dois dire qu'aujourd'hui, la banlieue vit un problème d'urbanisation, de mal-urbanisation. C'est le mal profond de la banlieue. Le mal profond de la banlieue, c'est le chômage des jeunes. Ils ont prévu 6,5 milliards, disent-ils, sans nous dire en quoi ils vont mettre, dans quoi ils vont mettre ici. Depuis là, on a des promesses, on a des slogans, on a beaucoup de vœux pieux. 4 ans plus tard, moi, j'aurais bien compris que le président Macky Sall vienne dans la banlieue. Parce que c'est à Djiddah Thiaroye Kao qu'il avait annoncé la fin des inondations s'il était élu. C'était un engagement solennel. 4 ans après, le président Macky Sall devait venir pour dire voilà, le problème est réglé. Quel est le second problème auquel il faudra s'attaquer? C'est de ça que nous, on attendait du chef de l'État, du chef de l'exécutif. Ceci étant dit, je crois que c'est des moments importants. Car si ce n'était pas politisé, pour avoir assisté au conseil interministériel à Rufisque, c'est des moments privilégiés de dialogue entre l'exécutif au plus haut niveau et les populations à travers les structures organisées. Malheureusement, donc c'est totalement dévoyé parce que de toutes les façons, le président fait sa diagnostic avec ses services, vient avec ses projets. Donc on est encore dans la stratégie top-down planification. C'est pas bon. Il faut avoir l'écoute. Il faut que le président soit à l'écoute des populations. Que le président Macky Sall soit à l'écoute des priorités, des enjeux qui interpellent au premier chef les populations pour leur apporter les réponses pertinentes. Voilà. Malheureusement, tout cela n'a pas été... Le processus de planification n'a pas été bon. Les choix opérés ne sont pas des meilleurs. Et les promesses, de toutes les façons, avec le président Macky Sall, on sait bien ce que ça donne souvent. Coumba Ndoffène Fall, les promesses de milliards, est-ce une sorte de sédatif pour juste calmer les populations? Merci Pierre-Edouard. D'abord, je voudrais me féliciter du choix qui a été porté par le président de la République pour parachever ces conseils des ministres délocalisés qui, pour rappel, avaient démarré le 6 juin 2012 dans la région de Saint-Louis. Si le président de la République choisit la région de Dakar de manière générale, mais exclusivement le département de Pékin pour parachever ces conseils de ministres délocalisés, je pense que c'est une initiative heureuse qu'on apprécie à sa valeur. En tout cas, au niveau de la banlieue, toute la population s'est réjouie fortement de cette marque d'estime, mais aussi de sympathie que le président de la République loue envers les habitants, la population de la banlieue, notamment celle de Pékin. Je voudrais d'abord aussi dire que le président pouvait adopter une démarche épistolaire, parce que nul ne conteste le fait qu'il n'a pas été le premier président, c'est le 4e président du Sénégal. Il pouvait, à partir du palais, demander des rapports, des comptes rendus, des courriers, des bulletins de renseignement pour essayer de savoir les préoccupations des Sénégalais, essayer de les prendre à bras le corps, mais il ne l'a pas fait. Il a estimé, il a jugé utile de faire une descente sur le terrain pour constater de visu les préoccupations auxquelles les populations sont confrontées. Moi, je pense sous ce rapport que toute la population s'en est réjouie et c'est un fait historique. Maintenant, par rapport à cette pluie de milliards dont vous parlez, je pense que... Le Sénégal est un pays liquide, quoi. Mais absolument, absolument. Le Sénégal est un pays liquide. On se rappelle de certains propos, de certaines personnes qui soutenaient à son temps que
dans 3 mois, vous n'aurez pas à payer des salaires. Moi, je pense que c'était des Cassandres. Sous ce rapport, je pense que le président d'abord a, pour montrer l'importance, la place prépondérante qu'occupe la région de Dakar, d'abord lors du conseil interministériel qui s'est tenu le mardi à la ville de Rufisque, il s'était agi d'un budget global de 800 milliards, autant pour moi. 823 milliards, précisément. Donc, lors du conseil des ministres du mercredi, le président a revu le montant à la hausse à 24 heures, oui. Très bien, à 1800 milliards. Cela témoigne encore une fois de l'intérêt, mais aussi de la prépondérance que le président accorde à la région de Dakar, mais aussi précisément au département de Pikine. Docteur Cherdien, je ne suis pas d'avis avec lui. S'il dit que la banlieue est dans les eaux, Diamaguène-Sicap est dans les eaux, je pense que le gouvernement a... Non, mais j'y viens, Pierre-Edouard. Je pense que nous sommes tous des maires du département de Pikine. On a bénéficié d'un certain nombre d'investissements qu'on n'avait pas en 2012, notamment avec le projet. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour le savoir, où il y a des infrastructures innovantes qui sont en train d'être mises en œuvre dans le département de Pikine. En tout cas, à Diamaguène-Sicap Mbao, on a bénéficié d'un certain nombre de projets. Donc des canalisations sont sorties de terre. Les gens nous suivent. Allez à Samsam 1, à Samsam 2, allez à Talimam Diara. Vous verrez que les gens sont à pied d'œuvre. Des stations de pompage ont été aussi érigées, notamment à Gouy-Sapout. Donc, sans compter aussi les ouvrages socio-collectifs. Donc, notamment la case des tout-petits, les écoles, etc. Donc, le système de drainage, mais aussi le système viaire. Il y a la voirie aussi qui est en train d'être déroulée, d'être mise en œuvre. Moi, je pense sous ce rapport, docteur, le président a très bien mesuré l'importance des missions qui lui sont assignées et a aussi, durant son séjour dans le département de Pikine, adopté une démarche inclusive. Moi, je pense que toutes les couches ont été impliquées. Hier, le président recevait jusqu'à 4 h du matin. Avant-hier, il était arrivé jusqu'à 6 h du matin. Il recevait ses militants? Non, mais il y a des imams. Les imams ne sont pas des militants. Le collège des délégués de quartier ne sont pas des militants. Donc, autant de personnalités qui sont dans le département de Pikine et qui ont eu à rencontrer le président. Moi, je pense sous ce rapport que ce n'est que cause perdue. Je pense que le président de la République jouit d'une importance et d'une estime donc capitale dans la banlieue et ça s'est matérialisé donc durant son séjour. Oui, Abdourahmane, avez-vous l'impression de vivre dans un pays où coule le lait et le miel? Bon, selon les propos en tout cas et les engagements qui ont été pris ça et là, nous osons espérer. Moi, en tout cas, on estime en notre sens que c'est un nouveau contrat social qui a été signé avec les populations par le président de la République. C'est vrai que partant du 7 juillet 2012, à partir de Saint-Louis, avec des promesses de 306 milliards, n'est-ce pas, pour la région de Saint-Louis, il s'est retrouvé à Kaolack, à Ziguinchor, ainsi de suite. Pour Thiès, c'était 400 et quelques milliards. Et il y a eu le porte-parole du gouvernement qui s'est prononcé dessus pour dire qu'il y a en tout cas un taux de réalisation de 55%. Nous ne disposons pas d'outils quand même, d'éléments de mesure qui nous permettent en tout cas de jauger de la véracité de ces assertions-là. Peut-être rejoindre certaines préoccupations. Nous sommes là en train de constater parce que nous sommes de la société civile. C'est normal qu'effectivement, que dans une dynamique d'innovation et de politique publique, que le président de la République ou bien que le pouvoir prenne des engagements allant dans le sens et dans le cadre de la prise en compte des préoccupations des populations. N'est-ce pas? Il est aussi normal que les populations, qu'elles soient de l'opposition en tout cas, ou bien les populations locales, puissent élever la voix et donner de nouvelles orientations. Et c'est là où je rejoins M. Dien quand il a dit qu'il y avait une dynamique participative, n'est-ce pas, dans la démarche. Moi, je pense qu'en amont, il fallait consulter les populations locales pour donner de très bonnes orientations, en tout cas aux dépenses publiques ou bien aux projets qui allaient être retenus, mais ne pas quand même réfléchir à l'interne de manière peut-être exclusive pour venir apporter des solutions sans pour autant consulter les populations en amont. Nous estimons que c'est un nouveau contrat social qui a été signé avec les populations sénégalaises, une manne financière
financière de 4600 milliards, n'est-ce pas, dans l'élan global. Pour Dakar, ils ont pris des engagements de 1800 milliards. Maintenant, il faut pas oublier qu'ils ont dit, sur les propos du président de la République, autant que ceux du Premier ministre, ils disposaient de 1700 milliards. N'est-ce pas? Ce qui voudrait dire que sous peu de temps, nous allons assister à la matérialisation effectivement de ces promesses. Que c'est des promesses qui sont étalées, par exemple, pour certains projets, sur 3 ans, n'est-ce pas? Nous avons, en tout cas, dans le cadre effectivement de cette dynamique, l'opportunité de surveiller, de voir évoluer les choses et puis de pouvoir sanctionner sur la base des engagements. Ce n'est pas sur le plan économique. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits par le président de la République. On lui reproche des fois de ne pas prendre, en tout cas sur le plan des politiques gouvernementales, de ne pas respecter certains de ces engagements. Là, les populations ont l'opportunité de le surveiller et de voir sur la base de cet engagement parce que les populations ne sont pas appropriées les programmes de campagne. On a quitté le programme Benno Dekkal Yakar pour nous retrouver avec le plan Sénégal émergent. Un plan que les Sénégalais n'ont pas bien appréhendé. Il y avait une certaine complexité par rapport aux explications qui étaient fournies. Mais dans le cadre effectivement de ces projets de territorialisation des politiques publiques, nous avons été en tout cas vraiment édifiés sur des engagements fermes et clairs. Les sommes sont là très claires. Nous attendons de voir le président poser des actes. Si tel est le cas, nous allons sanctionner positivement. Et dans le cas contraire, les populations ont l'opportunité effectivement de bien sanctionner au manquement que nous aurons à constater si tel est le cas. Oui, docteur Cheikh Dieng, avez-vous l'impression que le président était dans la banlieue plus pour des raisons électorales que pour une réelle volonté de prendre en charge les préoccupations des masses laborieuses? Oui, évidemment. Mon jeune frère, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des audiences nocturnes jusqu'à 6 h du matin. Donc on sait bien à quoi débouchent ces audiences parce que on l'a observé partout ailleurs où le président est passé. Et je puis vous dire que Aliou Sall, le jeune frère, a fait le plein en termes de contact au niveau de l'UJTL, donc pour débaucher le maximum. Là n'est pas le problème. Oui, mais on ne peut pas le lui reprocher, non? Non. Oui. Je pense que le président, c'est avant tout un homme politique aussi. Non. Je pense qu'il faut que, quand le président se déplace, en tant que président de la République, qui va au contact des populations, il doit porter son boubou régalien, le boubou de président de la République, qui va au contact des populations. Ces 6 jours auraient été bien, il l'a dit tout à l'heure, s'il précédait le Conseil des ministres décentralisé. Parce qu'il serait, alors je dis tout à l'heure, des occasions d'échange pour faire un diagnostic participatif des préoccupations des populations. Il aurait compris que dans la banlieue, les problèmes d'inondation, les problèmes de cadre de vie, tiens, je vous dis, au niveau de nos différents quartiers qui étaient sous les inondations, nous avons 4000 maisons abandonnées. C'est tous ceux qui sont partis au plan Djahaï, c'est tous ceux qui sont partis au plan Taoufir. Allez voir l'état de ces maisons abandonnées. C'est des repères de banditisme. C'est des repères de chiens errants. C'est des nids de baraques. C'est un cadre de vie totalement amélioré. Aujourd'hui, la banlieue a besoin d'un programme ambitieux de restructuration. Je disais qu'au moment où on se bouscule, le ministre du cadre de vie se bouscule ailleurs pour mettre des fleurs, c'est sa responsabilité aujourd'hui de sortir les populations de la banlieue de ce cadre de vie indécent dans lequel nous sommes. Que tous les 1800 milliards auraient servi à restructurer la banlieue, le président aurait attaqué une des problématiques fondamentales, un des enjeux majeurs auxquels la banlieue est confrontée aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, c'est ce manque de pertinence dans le diagnostic qui fait que, en fait, on apporte des solutions qui sont peut-être importantes, hein, parce que tout est à faire dans cette banlieue qui, depuis 1960, il faut le dire, depuis 1960, n'a pas eu les investissements qu'elle méritait. Donc tout est à faire, alors il faut commencer par le plus urgent. Il a dit tout à l'heure, on est passé de 823 milliards
à 1800 milliards le lendemain. Mais ça pose un problème de planification au niveau du gouvernement. Je crois que... L'écart est énorme, hein? Non, c'est plus que du simple au double. Oui. Ça signifie quoi? Ou bien le Premier ministre n'a pas l'information. Parce que le Premier ministre qui est le maître d'œuvre du Conseil interministériel. Ou il n'a pas l'information sur ce que le président veut faire. C'est grave. C'est grave en termes de cohérence entre la présidence et la primature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça pose un problème de sécurité politique dans laquelle les Sénégalais sont aujourd'hui. Ou bien alors, les 1800 milliards, c'est du toc. Parce que si le Premier ministre a été sérieux dans la préparation de son conseil des ministres, de son conseil interministériel, et qu'il a étudié sérieusement que c'est 823 milliards que le gouvernement peut, parce qu'on a beau avoir de l'ambition, les moyens, la disponibilité de ressources financières est une limite objective. Donc si le Premier ministre a bien travaillé, c'est qu'on a 823 milliards qui peuvent être financés par le gouvernement. Et encore, sur les 823 milliards, à la fin du conseil interministériel, le Premier ministre recommandait un arbitrage de 46 milliards du chef de l'État. C'est sur ça que devait porter le conseil des ministres le lendemain. Alors si le lendemain, le président de la République nous sort, comme par magie, de son chapeau, une enveloppe de 1800 milliards, contre 823 milliards la veille, oui, où le Premier ministre dénote d'un projet ambitieux qu'il a pour Dakar. Un projet, il a de l'ambition pour Dakar. Il est généreux pour sa capitale. Oui. Il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a dit que c'est un contrat moral, un contrat social. Il faut être sérieux. On ne sort pas 1800 milliards de son chapeau. Ça demande un peu d'être sûr que dans les 3 ans, parce que c'est un programme sur 3 ans, c'est pas sur 10 ans, c'est pas jusqu'à 2035. C'est 2016, nous sommes déjà à la moitié de l'année 2016, 2017, 2018. Donc c'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, le président peut mobiliser 1800 milliards. Oui, mais il a dit que l'essentiel de l'argent est déjà disponible. Oui, mais 600 milliards disponibles. Donc le problème est réglé. Donc ça signifie qu'on est dans la tromperie. Je veux dire, quand on nous promet un programme d'investissement qu'on va faire au profit de la banlieue, parce que je veux vous aider, alors que ces programmes-là sont déjà exécutés, sont déjà terminés, on est dans la tromperie politique. Il faut qu'on soit sérieux en politique. Oui. C'est ça, aujourd'hui, il faut qu'on redéfinisse le rapport du politique aux citoyens. Qu'on soit dans un langage de vérité, qu'on soit dans un langage de sérieux. J'ai dit tout à l'heure, et je vais terminer par ça, que si le Premier ministre, que je pense qu'il a été sérieux, qui a fait un bon travail de diagnostic, qui s'est concerté de manière permanente avec le ministre de l'économie et des finances, qui disent que voilà, nous avons 823 milliards. Sur ces 823 milliards, les 421 sont disponibles. Le reste est à rechercher. Voilà les propos du Premier ministre. Le lendemain, ce n'est plus 423 milliards qui sont disponibles, c'est 700 milliards qui sont disponibles. C'est un désaveu. Il a désavoué son Premier ministre. Je dis, où il a désavoué, ça signifie que le Premier ministre n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. C'est grave politiquement. Ou alors le président a fait du toc. Oui. Y a-t-il du toc, monsieur le maire Pierre-Edouard, d'abord, vous dire que il y avait eu une très large concertation par rapport à la tenue de ce conseil des ministres délocalisés. Comme je vous l'ai dit, c'est une démarche inclusive qui a été adoptée. Non, j'en viens, cela ne témoigne, je l'ai dit tout de suite, que de la volonté, mais aussi de l'intérêt que le président accorde à la région de Dakar. Je pense que M. Dien oublie que notre référentiel aujourd'hui de politique économique et sociale, c'est le PSE, le plan Sénégal émergent. Et je puis vous dire aujourd'hui que nous, on n'a aucun doute par rapport à la bonne foi
de son excellence M. Macky Sall, mais aussi de son Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est un technicien de renom, qui a eu à diriger le bureau d'opération et de suivi du plan Sénégal émergent, qui a clairement compris la vision du chef de l'État. Donc aujourd'hui, si le Boun Abdallah Dionne dit que le président, le montant s'élève à 23 milliards, le président vient pour nous accorder davantage jusqu'à 1800 pour milliards. Le désavouer. Non, non, ce n'est pas un désaveu. C'est pas un désaveu, absolument pas. Non, loin s'en faut, ce n'est pas un désaveu. Mais comme je l'ai dit, cela témoigne aussi de la volonté du chef de l'État à mieux faire. Et tout de suite, je vous dis que plus de 1000 milliards sont disponibles. Allez dans la banlieue, la section 2 de la voie de contournement qui quitte Golfe Sud à Tivaouane est complètement achevée. Demain, le président va lancer la section 2, n'est-ce pas? Donc, à cela s'ajoutent d'autres investissements. Donc, je pense que, M. Dieng, il ne faut pas être quand même vraiment je ne dirais pas de mauvaise foi, mais un peu nihiliste pour essayer véritablement de jeter le discrédit sur les réalisations. Vous avez tantôt dit que le président a tenté de convaincre l'opinion publique en promettant des plus de milliards. Mais des conseils ministres se sont tenus, notamment à Ziguinchor, mais rien que ce matin, vous avez eu un rapport du directeur général de l'ARDAC, l'Agence nationale pour la relance des activités de la Casamance. Aujourd'hui, on a un taux d'exécution de 73%. 263 milliards ont été déjà investis. Et les populations de Ziguinchor nous suivent. Aujourd'hui, ils ont déjà eu le pont de Kalakadous. Ils ont assisté à la réhabilitation du tronçon Ziguinchor-Kolda. Ils ont eu la réhabilitation de la RN6 de Tanaf à Ziguinchor, l'achèvement de l'hôpital de la paix de Ziguinchor, sans pour autant compter le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire avec ses 4 composantes, l'électrification rurale, l'hydraulique rurale, les pestes rurales et les équipements ruraux. Donc moi je pense que sous ce rapport, le président n'est animé que d'une bonne foi et les milliards qui ont été annoncés, une bonne partie est disponible. Donc je pense sous ce rapport que on est dans de bons droits d'espérer effectivement que sous peu, toutes les réalisations connaîtront une issue heureuse. Et je pense que comme c'est le programme triennal d'investissement prioritaire, c'est sur 3 ans. Donc on a commencé à dérouler les activités et d'ici 3 ans, Inch'Allah, on verra que toutes les promesses ont été effectivement tenues. Abdourahmane, quels sont les dangers de vivre dans un pays où l'unité de mesure est devenue le milliard? Oui, le danger, c'est que en fait, c'est des sommes colossales qui sont annoncées et que peut-être le contexte n'est pas favorable à l'exercice, en tout cas à cet exercice de pouvoir évaluer. Peut-être dans son élan de clarification, matériellement, on peut jauger de l'effectivité de certaines promesses. Il a fait part de certaines réalisations qui ont été faites. Nonobstant le fait aussi que pour autant il y a des réalisations qui sont faites, pour autant aussi il y en a d'autres qui sont là à l'état de promesse. Maintenant, nous sommes tous des citoyens sénégalais. Ce que nous espérons, ce que nous souhaitons, c'est que effectivement le président de la République puisse parvenir effectivement à améliorer à travers ses politiques publiques les conditions de vie, mais aussi que dans une dynamique en tout cas de maturation effectivement des populations, qu'on puisse sanctionner si toutefois il y a des manquements. Parce qu'au-delà effectivement de certains clivages, les acteurs politiques, en tout cas les intérêts partisans et crypto-personnels, il y a des populations qui sont là dans l'attente effectivement de vivre des satisfactions tant escomptées dans le cadre de l'exercice public, des fonctions publiques, mais qui devraient quand même en tout cas jouer leur partition par la sanction, qu'elle soit positive ou négative de l'action publique. Il ne faut pas oublier que dans le cadre effectivement de ces promesses, 1800 milliards, moi je pense qu'il faudrait prendre en compte les projets qui sont déjà enclenchés, qui sont en cours. Ça, il faut tenir ça en compte. Ils ont évalué avec effectivement le conseil interministériel pour 800 et quelques milliards. Maintenant, quel est le jeu politique qu'il y a dedans? Est-ce que le président leur a demandé d'y inclure effectivement l'ensemble des projets qui devraient être réalisés et ceux qui sont en cours, en tout cas pour avoir une manne financière de 1800
200 milliards. De toute façon, qu'il y ait sur le plan assainissement, sur le secteur sanitaire et dans différents secteurs, l'emploi des jeunes, n'est-ce pas, le cadre de vie, l'urbanisation, qu'il y ait des améliorations, c'est tout ce que l'on souhaite. Oui, mais Abdourahmane, si vous permettez, le contraste, il est un peu saisissant. Le Como des Sénégalais dira que l'argent ne circule pas. Mais au sommet de l'État, on parle de milliards. Oui, en fait, mon ami Cheikh l'a dit tout à l'heure, nous sommes à exercer à faire en tout cas une comparaison entre le taux de croissance élevé et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Si on en tout cas vante les mérites d'un taux de croissance à 5, alors que le pouvoir d'achat n'accroît pas, les choses ne bougent pas, ça n'a pas d'intérêt quand même qu'on nous fasse, en tout cas, qu'on fasse référence à ce taux de croissance. Moi, je pense qu'effectivement, au-delà de l'impression qu'on a de la fluidité de l'argent au niveau des pouvoirs publics, effectivement, il faut constater que dans le vécu quotidien des populations, les gens ne se retrouvent pas. Les problèmes endémiques du sous-emploi, du manque, n'est-ce pas, en tout cas de la cherté de la vie, n'est-ce pas, et tout ça, c'est dans notre vécu. Malheureusement, effectivement, il y a ce contraste. Oui. Et il y a aussi une problématique de priorisation, effectivement, de ces dépenses publiques. Il l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'en amont, et c'est cette dynamique-là qui doit être installée au Sénégal, qu'on s'imprègne, n'est-ce pas, des réalités avant de diriger, ou bien en tout cas de proposer des projets, qu'on aille dans une dynamique de consultation et de dialogue avec les différentes couches impactées effectivement par, en tout cas, toutes ces difficultés, que les pouvoirs publics puissent effectivement, dans une dynamique participative, consulter les populations pour qu'on donne des orientations qui seront en phase avec des aspirations. Ce contraste, on le constate tous. On nous parle de milliards, mais dans le vécu, dans la pratique, effectivement, toutes les problématiques sont vécues par les Sénégalais. On vient de sortir de plus de 6 mois de grève avec les enseignants. C'est une problématique qui est là, les gens nous parlent effectivement de ce problème. Ils ont le sentiment qu'il y a une manne financière qui est là, qui est utilisée par les pouvoirs publics, alors qu'ils vivent les mêmes problématiques. Ils ont fait référence effectivement au contrat de Big Togo pour nous dire qu'il y a de l'argent. Si on se permet de donner des milliards à un Big Togo, autant quand même l'investir dans le secteur éducatif quand même pour prendre en charge les préoccupations des populations. Oui, on a frôlé l'année blanche pour 27 milliards, parce qu'en réalité, c'est ce que réclamaient les enseignants. Aujourd'hui, on nous annonce des milliards à l'appel. Est-ce que cela ne risque pas d'être un couteau à double tranchant pour le gouvernement? Mais je vous remercie. Je voudrais d'abord souligner à l'endroit de mon ami, mon collègue maire, la mauvaise foi qu'il nous taque, qu'il faut quand même, dans ce type de débat, avoir du respect vis-à-vis des autres, ne pas quand même se mettre à insulter les gens. C'est pas bon. Pourquoi c'est toujours difficile de discuter quand les autres n'ont que l'argument de l'insulte à la bouche. Et je souhaiterais vraiment que tu retires ce terme-là. Parce qu'on est dans un débat, je pense, ouvert, où c'est argumenté. J'ai dit tout à l'heure que le Premier ministre à Thiès a annoncé qu'il y a 421 milliards qui sont disponibles. Il vient de m'annoncer que c'est 1000 milliards qui sont disponibles. Ça pose un problème sur la crédibilité de l'information gouvernementale. Vous savez, on a ce problème dans ce pays. On sort des chiffres de croissance, on sort des chiffres d'exportation, on sort des chiffres de production agricole. Prenons la production agricole arachidière quand elle est annoncée à plus de 1000 tonnes et qu'on ne voit nulle part pas un seul grain d'arachide. On a des problèmes. Ça veut dire que la réalité des chiffres, elle doit être traduite sur le terrain. Pas dire on a 1000 tonnes d'arachide alors que c'est très difficile de trouver un seul grain d'arachide dans ce pays. Non, c'est un problème. On ne peut pas dire que le Premier ministre dit aujourd'hui qu'il y a 421 milliards et le lendemain, M. le maire nous dit qu'il y a 1000 milliards. Le président avait annoncé qu'il y avait 700 milliards. Qui croit? À quel milliard se fier? À quelle autorité se fier? On ne sait pas qui dit la vérité parce que quand les chiffres sont aussi contradictoires, tout le monde ne dit pas la vérité. Alors, entre le président, entre mon ami maire et le Premier ministre, quelque part, il y a quelque part où c'est la vérité, ou ailleurs, où c'est le contraire de la vérité. Alors, l'impact, vous avez posé une question très importante,
C'est sur ça que j'avais ouvert. C'est la pertinence des choix gouvernementaux. Mais aujourd'hui, il faut que ce pays, on mette l'humain au centre des investissements. Le facteur humain est le facteur aujourd'hui qui est le plus porteur de croissance. C'est la finalité du développement, c'est le bonheur des Sénégalais. Pour faire le parallèle avec le Conseil des ministres décentralisé, à Djiddah Thiaroye Kao, nous sommes dans des classes, toutes à l'école publique au double flux. Nous sommes dans des classes entre 101 et 117 élèves. Voilà la priorité des populations de Djiddah Thiaroye Kao. C'est nous construire des écoles primaires pour ne pas sacrifier l'avenir de nos enfants. On nous aurait dit, quelle est votre priorité? À Djiddah Thiaroye Kao, les populations de Djiddah Thiaroye Kao, sortez-nous des inondations, construisez des classes. Est-ce qu'il est du ressort du président de gérer les choses au cas par cas? Lui, il pense global. Oui, je veux dire, je suis le cas de Djiddah Thiaroye Kao, parce que je le connais, vous savez. Oui, lui également, il peut citer sa commune, moi, ma commune, l'autre sa commune. Entre Djiddah Thiaroye Kao, Yeumbeul, Gounass, on est dans les mêmes situations. Ne vous en faites pas, Pierre-Edouard. C'est symptomatique de mal-vivre de la banlieue. Il y a un mal-vivre de la banlieue. Un problème d'accès. La question de la mobilité, c'est une question générale dans toute la banlieue. À Djiddah Thiaroye Kao, c'est la même chose à Yeumbeul. À Yeumbeul, il n'y a pas de route. Quand vous sortez de la principale route de Tali Diallo, il n'y a plus de route. Mais le président promet un train express régional. Oui, ce n'est pas un train express régional qui permet aux gens d'aller chez eux. 415 milliards. Oui, ce n'est pas ça c'est pas ça qui est la priorité chez nous. On veut bien, on veut bien, on veut bien. Mais avant ce train express, on veut sortir de l'eau. Avant ce train express, on veut que nos enfants aillent à l'école. Avant ce train express, on veut avoir des centres de santé. Djiddah Thiaroye Kao, c'est 120 000 habitants. Il n'y a pas un seul médecin qui se réveille à Djiddah Thiaroye Kao. 120 000 habitants, il n'y a pas un centre de santé. Ce n'est pas des cas par cas. C'est valable pour Yeumbeul. Yeumbeul, c'est 115 000 habitants. Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, vous prenez la banlieue, c'est 1,5 million d'habitants, le département de Pikine. C'est-à-dire que cette question de mal-vivre, cette question de pertinence des choix, cette question de mettre l'humain au centre des investissements, voilà la problématique à laquelle le gouvernement doit faire face aujourd'hui. Elle peut n'y faire face qu'en impliquant les acteurs à la base, en allant demander les priorités aux imams, aux délégués des quartiers. Mais aux maires, il dit qu'ils ont été associés au conseil interministériel. Peut-être. Peut-être. Mais nous avons 6 maires du Parti démocratique sénégalais dans le département de Pikine. Aucun maire du Parti démocratique sénégalais n'a été associé à la préparation du conseil ministériel. Mais ça aussi, du turu président. Quand un maire est élu, quelle que soit sa couleur politique d'origine, il devient un maire de la localité, de toutes les populations. Autant que le président a été élu par un parti, mais qu'il est le président de tous les Sénégalais. On ne peut pas sanctionner des populations en orientant territorialement les choix d'investissement. Allez regarder les projets retenus dans le cadre de ce conseil interministériel. Et vous verrez lesquelles communes sont concernées. Aucun projet ne concerne Djiddah Thiaroye Kao pour les investissements municipaux. Aucun projet ne concerne Guinaw Rail Sud. Aucun projet ne concerne Pikine Nord. Parce que vous êtes de l'opposition. C'est ça qui est inacceptable dans une démarche républicaine. Il faut aujourd'hui que le président sache qu'il est le président de tous les Sénégalais. Il est le président de tous les partis. Et de ce point de vue, quand on doit distribuer des projets, on doit le faire selon la pertinence du choix. Aujourd'hui, que ce soit Yeumbeul Sud, qui est dans le même cas que Djiddah Thiaroye Kao, qui est dans le même cas que Yeumbeul Nord, s'il y a un centre de santé qu'il faut faire, mais c'est là-bas où est le lieu le plus pertinent. S'il y a un collège qu'il faut faire, c'est à Yeumbeul Sud.
c'est à Yeumbeul Nord. Oui. S'il y a une école primaire qu'il faut construire, et il n'y a aucune école primaire, je dis sur les 1823 milliards. J'ai dit que ce qui est valable à Djeddah est valable partout. Hein. On a des classes surbondées. Il n'y a aucune école primaire, aucune classe qui est prévue sur 1823 milliards. Ils ont prévu un collège, c'est vrai. Un collège à Tivaouane Peulh, où il y a déjà un autre collège. Alors qu'à Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, tu as une vaste zone de près de 500 000 habitants où il n'y a pas un seul collège. Votre collègue maire piaffe d'impatience pour apporter la réplique. Coumba Ndoffène, on vous reproche de prendre les priorités à l'envers. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je m'inscris totalement en déphasage, en faux contre ces allégations. Moi, je pense que le gouvernement du Sénégal traite à égale dignité toutes les communes qui sont dans le département de Pikine. Mais qu'est-ce qui explique leur non-implication au Conseil interministériel? Non, moi je pense que je ne saurais quand même valider donc, ces propos. En tout cas, nous, on a été impliqués à travers donc, des canaux officiels. Donc si M. Dieng estime qu'il n'a pas été vraiment... Maire du PDS, c'est très clair. En tout cas... les 6 maires du Parti démocratique sénégalais du département de Pikine. En tout cas, moi j'estime que tout le monde a été convié. En tout cas, nous, on a reçu nos courriers officiels, nos correspondances officielles et on a été conviés. Maintenant, M. Dieng, moi je pense que c'est un peu désolant quand même de tenir certains propos. Moi je pense que à Djeddah Thiaroye Kao, avant 2012, Djeddah Thiaroye Kao était un repère, comme il l'a dit, de banditisme, comme il a dit, il y avait des inondations, tous azimuts. Donc il n'y avait aucun investissement. Les gens étaient même obligés d'abandonner leur maison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, avec le plan décennal de lutte contre les inondations, mais non seulement certains qui avaient quitté leur maison ont été relogés à Tawfekh Yakar, où il y avait eu un programme de 2000 logements, mais la commune de Djeddah Thiaroye Kao, à l'instar de la commune de Guinaw Rail, dont il fait addition et de l'éclairage public, au même titre que la commune de Diamaguène Sicap Mbao, au même titre que la commune de Thiaroye Gare. Moi, donc, je suis un peu sidéré, vraiment, d'apprendre sur ce plateau que l'État n'a pas essayé de faire un tant soit peu d'effort par rapport à cette problématique-là. Donc, ça, là, je regrette. Maintenant, moi, j'ai l'impression que on mélange un peu les choses. Moi, si mon co-débatteur me dit qu'il y a un CM qui est construit à Tivaouane Peulh, alors que tel, mais il y a un programme de l'État qui s'appelle l'ADEM, le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen, avec l'Agence française de développement, où il s'agira de la construction de 17 nouveaux collèges. Le gouvernement a une cartographie claire de la cartographie, donc, disons, scolaire, donc, du département de Pikine. Donc 17 collèges à construire, moi je pense que c'est une initiative heureuse, que véritablement les populations apprécient à sa valeur. Par rapport à la mobilité urbaine, on sait que les mouvements pendulaires sont toujours là. Le président va lancer les travaux démarrage de la route des Niayes. Ce sera 2 fois 2 voies. Ça va constituer un ouf de soulagement par rapport aux populations mais on nous parle d'un train express régional. Lui, il dit que ce n'est pas une priorité pour la banlieue. Non, mais effectivement, un train express régional, mais l'aéroport de Diass... 415 milliards. Mais l'aéroport de Diass sera inauguré l'année prochaine. Et je pense que le président, dans sa vision éclairée, a très bien compris les préoccupations des Sénégalais. Le projet, le TR, est un projet qui est là et les populations ont été déjà consultées. Il y a des audiences publiques qui sont déjà tenues. Moi, ma commune a déjà tenu son audience. Les populations ont été informées, sensibilisées sur la pertinence donc, de ce projet-là. Ce sera un projet très ambitieux, très structurant et qui va essayer de transporter chaque jour 115 000 personnes, qui va relier AIBD à Dakar à 45 minutes. Maintenant, pour terminer par rapport à ça, moi, si on me dit que le président aussi n'accorde pas une place de choix par rapport aux humains, ça me désole. Je l'ai dit tantôt, le président a une vision, mais aussi une visibilité. Le PSE, dans son axe 2 intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable, accorde une place prioritaire à la couche, aux couches donc vulnérables. Et dans cette bombe RDD, vous conviendrez aisément avec moi que les populations, surtout les groupes vulnérables, ont vu
quand même leurs conditions de vie améliorées, notamment avec les bourses de sécurité familiale, où on avoisine plus de 300 000 ménages, la couverture maladie universelle qui vise à terme, d'ici 2017, un taux de réduction d'au moins 75% du risque maladie. Donc autant de projets qui sont là, qui sont déroulés par le président et le gouvernement. Je pense que ce serait un peu rédhibitoire de tenir certains propos vraiment qui ne sont pas de la politique politique. Oui, Ali Saleh Diop nous a finalement rejoint. Il est membre de Rewmi. Vous êtes excusé, hein, monsieur Diop. On en était au Conseil des ministres décentralisé avec cette impression qu'on a qu'il pleut des milliards sur le Sénégal. Au niveau de Rewmi, comment appréhendez-vous cette problématique? Merci beaucoup, M. Faye. Je dois présenter mes excuses pour le regard accusé, effectivement. Simplement, j'ai quitté chez moi depuis 20 h, mais il y a un embouteillage monstre qui fait qu'effectivement j'ai accusé de retard. Donc, veuillez bien m'excuser. Alors, pour répondre directement à votre question, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons un président de la République qui a été élu en 2012. Mais année après année, on a comme l'impression effectivement qu'il vient de démarrer son mandat. Et le propre effectivement du démarrage d'un mandat, c'est de faire des annonces. Et donc depuis 2012, nous sommes habitués à des annonces justement d'envergure de milliards en termes d'investissement dans ce pays. Et je pense que fondamentalement, ce qui est important dans ce pays, dans notre cher Sénégal, il faudrait que, en tout cas, les responsables les plus élevés de ce pays-là puissent comprendre que la hauteur de vision des populations parfois dépasse le type de management qui est proposé à ces populations-là. Alors, nous avons aujourd'hui un président de la République qui, depuis 2012, donc année de son élection, a commencé une campagne pour un second tour. Alors, par-ci, par-là, on déclare 300 milliards, 200 milliards, sans que, dans le ressenti des populations, que l'on puisse en tout cas avoir, disons, une conséquence directe de ces promesses qui sont faites. Alors, ce qui est également désolant, c'est que nous avons un régime ici qui assimile projection et réalisation. Vous rencontrez aujourd'hui des membres du gouvernement qui vous disent qu'effectivement l'université du Sine Saloum est réalisée. Vous rencontrez effectivement des membres du gouvernement qui vous citent, disons, une litanie de projets et qui estiment et qui disent effectivement sans se sourcier que c'est des choses qui sont vécues. C'est le cas effectivement du Ila Touba. Moi, j'ai rencontré dans des plateaux des responsables de haut niveau de ce gouvernement qui disent effectivement qu'ils le listent comme étant quelque chose qui a été déjà réalisé. Et ça, ce n'est pas étonnant que justement les populations estiment que les politiques en général, et ça, le président de la République en premier lieu, sont des gens de nature en tout cas à confondre en tout cas attentes des populations, promesses et projets qui sont déjà réalisés. Donc c'est tout à fait banal aujourd'hui de parler de milliards, alors que dans ce pays-là, depuis 1960, des milliards sont dépassés ça et là, sans pour autant effectivement que l'on puisse en tout cas s'en glorifier tel qu'on le rencontre aujourd'hui. Et c'est un peu dommage. Oui, trouvez-vous dommage qu'on ne parle pas le même langage? Des milliards sont promis de l'autre côté, de l'autre, on pense que ça ne se réalisera pas. Oui, c'est pourquoi ça a été un enjeu de taille que le président de la République et son pouvoir se soient prononcés clairement, en tout cas sur la réalisation à date butoir de projets matériellement. Et je vous le disais tantôt, c'est un nouveau contrat social qui nous permettrait quand même, c'est un élément de mesure, il a été clair dans le cadre de l'assainissement, dans le secteur médical, n'est-ce pas, dans le cadre de l'emploi, le domaine sport et tout ça, il a été clair en prenant des engagements. Bon, libre aux Sénégalais de lui réaccorder leur confiance s'ils parvenaient
à réaliser, en tout cas, ces projets et à respecter ses engagements. Parce qu'il y a d'autres Sénégalais qui ne sont pas dans les mêmes préoccupations, qui l'attendent dans le cadre de la justice, par exemple, n'est-ce pas, et d'autres actes qui ont été posés et attendent l'occasion pour sanctionner selon leur propre orientation. Mais en ce qui nous concerne, nous, en tant que citoyens sénégalais, aujourd'hui, moi je pense que c'est le PSE qui devait être rebaptisé avec ces conseils des ministres parce que les populations ne sont pas appropriées ce programme, qu'elles ne comprennent pas. Mais avec ces nouveaux engagements, bon, qu'ils soient exhaustifs dans l'énoncé ou autre, ça n'a pas d'importance. En ce qui nous concerne, nous, dans le cadre de nos activités, dans le cadre de notre travail avec la COS M23, c'est sensibiliser les populations sur la participation citoyenne, sur en tout cas la tenue citoyenne pour pouvoir en tout cas nous approprier de certaines situations et sanctionner parce que nous en sommes arrivés à l'heure de sanctionner si toutefois les pouvoirs publics, en tout cas nos gouvernants ne respectent pas leurs engagements. Parce que cependant qu'on nous parle de milliards, effectivement, dans le ressenti, dans le vécu des quotidiens des populations, mais c'en est autre. On nous parle de milliards, mais les gens peinent à payer leur santé. C'est vrai que le président fait de son mieux avec des programmes sociaux et autres, mais en réalité, pauvreté très ressentie. Vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas des fois de quoi payer le ticket modérateur. Vous allez à l'hôpital, des fois, vous n'avez pas l'opportunité de faire hospitaliser votre malade, n'est-ce pas? Vous vous réveillez chez vous, vous n'avez pas de quoi payer le déjeuner pour vos enfants, ils sont là à traîner, c'est des grèves intempestives et tout ça. Il faudrait qu'effectivement ces annonces, ces projets soient ressentis dans le vécu des Sénégalais, sinon nous les appellerons à sanctionner sur la base de ces nouvelles promesses qui ont été en tout cas prises par les populations. Je suis très mal à l'aise avec sa position. Je suis très mal à l'aise. Ah oui, et pourquoi? C'est comme si c'est aujourd'hui seulement qu'on a commencé à faire des promesses. C'est maintenant que le M23 attend pour dire à partir de maintenant, on va voir si ce qu'on a promis dans le cadre des conseils ministres décentralisés, ce sera réalisé, auquel cas nous allons sanctionner. Mais non. Ça, c'est votre compréhension. La mandature du président Macky Sall n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé avec les conseils des ministres décentralisés. On est à la 4e année des conseils ministres décentralisés. J'ai des problèmes avec son attitude attentiste, parce qu'à Diourbel, ça fait 4 ans qu'on a tenu leur conseil des ministres décentralisés. Rien n'a été fait au dire des populations. Au dire du président, ils ont fait combien, 40% ou 50%? Oui. Ils ont fait 40%, c'est qu'il faut sanctionner. C'est là-bas qu'il faut... Les promesses de ces conseils des ministres n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais sanctionner comment? L'occasion ne s'est pas encore présentée. Permettez-moi, Pierre, il faut bien lui poser la question. Permettez-moi, Pierre. Là, vous l'incitez à descendre dans la rue. Ah non, 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 non. Permettez-moi de lui poser une question. Pour justement lui demander, sur la base effectivement des propos, des déclarations formelles du porte-parole du gouvernement, quand il s'agit de projets réalisés à 75%, donc dans cette dynamique qu'il préconise, les populations vont sanctionner positivement parce qu'il a énuméré une liste de réalisations au niveau de Ziguinchor. Il y avait 54 projets au départ. Ils ont été réalisés à 75%. Et dans ce cadre-là, quelle sera notre tenue? À Matam, ils ont parlé de taux d'exécution de 100 et quelques pourcents. Maintenant, oui. Je vous ai dit dans mes propos que des populations ne sont pas forcément intéressées par ces promesses et qu'ils attendent dans, par exemple, le secteur de la justice pour avoir d'autres comportements. Il ne faut pas dire que c'est maintenant que le M23 attend. Nous, depuis le mois d'août 2012, nous sommes sur le terrain portant ce combat. Cependant que certaines organisations s'étaient adossées au pouvoir ayant une position attentiste. S'il y a quelqu'un qui mérite en tout cas d'être encouragé dans sa position, c'est en tout cas cette dynamique, nous les jeunesses de la COS M23 qui avons pris nos responsabilités depuis 2012, qui sommes sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de problématiques vécues par les populations sénégalaises, ça a été hérité par Macky Sall, qui a sa responsabilité aussi en tant que partie prenante des 12 ans d'Abdoulaye Wade. C'est des responsabilités qui sont partagées et les perdants, c'est nous. Maintenant, dans le comportement, il faut que nous ayons du recul parce que c'est entre forces politiques que le débat est posé. Nous sommes là pour arbitrer. Nous n'allons pas être passionnés. Nous allons observer. Dans d'autres secteurs
nous allons en tout cas prendre nos responsabilités pour savoir quel comportement avoir. Mais le nœud de ce débat-là, l'objet de ce débat, c'est sa campagne sur les 1800 milliards pour Dakar. Les 4600 milliards qui ont été en tout cas annoncés depuis 4 ans. Pour certaines localités, Matam, ils ont annoncé plus de 110% de réalisation. Comment est-ce que nous allons sanctionner? Nous allons dire bravo. Et pour les autres localités, nous allons dire n'applaudissez pas. Pour Ziguinchor, nous allons dire ce n'est pas une tenue responsable. On parle de ce débat-là, on nous a interpellés sur, en tout cas, la spécificité des conseils des ministres décentralisés. Et on ne peut pas faire mieux d'avoir effectivement donné toute cette énergie de manière constante et régulière. Et logique, cohérente, parce que nous ne sommes pas à géométrie variable. Des fois, ça nous arrange. On dit les éloges de Macky, des fois, ça ne nous arrange pas. On le conteste. Nous sommes dans une dynamique logique. Nul n'est plus méritant que nous dans ce travail-là. On a été cohérents. Mais dans le cadre de ce débat-là, qu'ils nous disent comment effectivement sanctionner pour Matam et comment sanctionner pour Diourbel. Oui. Voilà. Comment j'aurais bien voulu applaudir dans 3 ans. Nous l'espérons pour 1800 milliards dans la banlieue. Même si par ailleurs, il faudrait opérer des choix plus judicieux. Mais je voudrais rappeler à mon... Mais il n'a pas répondu à mes préoccupations. Comment sanctionner pour Matam et comment sanctionner pour... Parce que là, il nous reste pas de temps et il faut qu'il me réponde quand même. Le deuxième point qui concerne notamment le protocole. Comment sanctionner pour Matam avec 110% de réalisation et comment sanctionner pour Diourbel qui n'en a rien selon... Oui, je voudrais juste dire que la mandature du président Macky Sall n'a pas commencé en 2016. Elle a commencé en 2012. En 2012, à Djidda Thiaroye Kao, au terrain Magadan, le président Macky Sall avait promis à la banlieue que si on l'élisait, on n'aurait plus d'inondations dans la banlieue. Cette promesse-là, elle est moins importante que celle qui est prise dans le cadre des conseils municipaux décentralisés. Non, je vous dis, il faut bien qu'on mette une échelle de confiance dans la parole publique, dans la parole du chef de l'État. Alors, je voudrais l'informer, peut-être que mon collègue maire ne sait pas qu'en 2015, la banlieue était sous les inondations. L'année dernière, je voudrais vous rappeler, monsieur le maire, que quand le président dissolvait le Sénat, le prétexte qui était trouvé, c'était les inondations de 2013. Donc, de manière récurrente, de 2012 que le président est là, à 2015, nous avons connu chaque année des inondations catastrophiques dans la banlieue. L'année dernière, c'est 435 personnes que j'ai hébergées dans les écoles publiques pendant 1 mois et demi. À vos frais? À nos propres frais. Sans un seul soutien du gouvernement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et la situation risque de se reproduire cette année? La situation se reproduira cette année. Vraisemblablement, il n'y a rien qui a changé. Malgré les travaux enclenchés dans la banlieue? Il y a eu des travaux de canalisation avec le canal principal du projet qui a été mis en place. Nous dit-on, cela a coûté 35 milliards. Il y a eu, nous dit-on, 70 milliards qui ont été injectés dans la lutte contre les inondations à travers le plan décennal dont elle a parlé. Et nous sommes sous les eaux. Ce que le citoyen constate, c'est que malgré ces plus de milliards, et c'est ça aussi c'est là où il faut voir la pertinence des choix gouvernementaux. Malgré cette plus de milliards dans les inondations, 70 milliards depuis que le président Macky Sall est là, on est encore sous les eaux, c'est ça le constat. Il y a encore 26 quartiers à Djidda Thiaroye Kao qui sont sous les eaux. Il y en a autant à Yeumbeul Nord, il y en a autant à Yeumbeul Sud, il y en a autant à Guinaw Rails Nord et Guinaw Rails Sud, et à Malika. Ça signifie qu'il faut aujourd'hui qu'on interroge la pertinence des choix techniques, la pertinence des priorités du gouvernement qui sont totalement en déphasage avec celles du peuple sénégalais. On nous dit que le PSE le met au centre de ses préoccupations. Or, pour 27 milliards, ou alors les enseignants ne font pas partie des Sénégalais. Les enseignants sont là.
l'une des franges les plus valeureuses de ce peuple. On ne peut pas dire que pour 27 milliards, on sacrifie une année scolaire. Regardez le taux d'échec que nous avons, que nous avons au bac. 65% d'échecs. C'est inacceptable. Dans un gouvernement responsable, mais le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation devait aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale les raisons de cette contre-performance. Oui. Ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas. C'est comme si aujourd'hui, sur 100 francs dépensés dans l'éducation, les 65 francs ont été jetés par la fenêtre. C'est inacceptable dans un pays. Le gouvernement doit répondre de cette contre-performance devant l'Assemblée nationale. On nous dit aujourd'hui qu'il y a l'humain est au centre des préoccupations du président Macky Sall. Pourtant, la santé est malade. Les syndicats de santé sont aujourd'hui en grève. Ils vont aller en grève très bientôt. Il y a des mouvements un peu partout. Il faut que le gouvernement Macky Sall apprenne à mettre les populations de ce pays au centre de ses préoccupations. Quand on a un taux de croissance de 5,2% et qu'on vit dans un état de rareté financière, de sécheresse financière aussi extraordinaire, il faut se poser la question sur les composantes de ce taux de croissance. Si la croissance est tirée par les industries extractives, si la croissance est tirée par le pétrole, si la croissance est tirée par Sonatel, qui va réexporter cet argent. Il y a un deuxième sujet qui nous attend. Oui, rapidement, Koumando Fen, oui. Edouard, je voudrais très rapidement apporter un éclaircissement. Monsieur le maire se perd en conjecture quand il dit que le Sénat a été dissous peut-être tout récemment. Moi, je pense que le président, les mesures phares qu'il a prises et son accession à la magistrature suprême, c'est la suppression du Sénat. C'est la suppression de certains ministères, mais aussi de certaines directions générales et de certaines agences. Moi, je pense que là aussi, il faut que l'on se comprenne. Monsieur le maire, là vous êtes à côté. Le Sénat a été supprimé à la suite des inondations. Non, mais c'était juste au début de sa magistrature, monsieur le maire. Oui, mais il avait prétexté des inondations. Le prétexte que le président lui-même avait évoqué, c'était les inondations de 2013, je vous le rappelle, monsieur le maire. Effectivement, maintenant, après la suppression du Sénat, on a mis en branle le programme décennal de lutte contre les inondations. Où le président a... Non, mais je vous explique la pertinence du choix. Non, monsieur Dieng, je vous explique la pertinence du choix. Avec le PDLI, l'État a injecté 73 milliards à partir de 2012, au moins je parle contre, 13 milliards de 2000 à 2012 sous le régime. Donc moi je pense que je suis mal à l'aise et les téléspectateurs qui nous écoutent et qui habitent Djiddah Thiaroye Kao seront sûrement sidérés. Moi je pense qu'aujourd'hui à Djiddah Thiaroye Kao, l'éclairage public est à foison, il y a des canalisations, il y a un réseau viaire, un réseau de voirie. Le président a pris des mesures hardies pour essayer de prendre à bras le corps ces problématiques-là. Et tout de suite, en passant, je voudrais dire aussi que l'éducation préoccupe au plus haut point le chef de l'État. Je pense que la crise scolaire est en voie d'être résolue. Aujourd'hui, 27 milliards avec la loi de finances rectificative ont été dégagés pour les mises en solde et les rappels. Voilà. Juste un petit point sur ces questions-là. Je m'excuse également de mon retard. C'est juste pour rappeler deux choses. Je pense qu'en fait, ces annonces, en principe, elles sont faites dans un cadre bien déterminé, ce qu'on appelle le programme triennal d'investissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'effectivement, en une année N, si on déclare un chiffre, au bout de la troisième année, on aura normalement réalisé cet investissement-là. C'est ça. Regardez, je me suis évertué à prendre au mot le président Macky Sall. Les conseils de Saint-Louis, c'était en 2012, Kaolack 2012, Louga 2012, Tamba 2012, Ziguinchor 2012. En principe, en 2015, on devrait pouvoir terminer les investissements qui étaient prévus. Or, qu'est-ce que je vois? Kaolack 53%, Tamba 53%, Saint-Louis 71%. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème soit de diagnostic,
il y a un problème d'articulation, il y a un problème quelque part. De moyens financiers aussi. Par exemple. Ah, mais eux, ils disent que l'argent est là. Voilà, c'est ça, ils disent que l'argent est là. Autre chose. Oui. Le deuxième point qui me semble extrême, ce gouvernement-là a des problèmes de chiffres. On annonce à tout champ des taux de réalisation de 141%. Au-delà de ce que disait monsieur tout à l'heure, les populations... C'est pour la région de Matam. Oui, je dis au-delà des chiffres, je dis au-delà des chiffres qui sont annoncés. Pour chaque région, on a annoncé un taux de réalisation. Au-delà des chiffres, au-delà, du ressenti des populations qui est en contradiction avec ces chiffres-là, c'est qu'on se rend compte avec des faits antérieurs que ce gouvernement a des problèmes avec les chiffres. Rappelez-vous le 31 décembre, quand le président de la République a dit effectivement qu'on a produit dans ce pays 900 000 tonnes de paddy, l'équivalent de 500 000 tonnes de riz blanc. Où est-ce que vous voyez ce riz blanc? 500 000 tonnes, c'est presque la moitié de notre consommation annuelle. Si c'était vrai, on devrait en trouver à foison dans le réseau de distribution. Le gouvernement a dit qu'on a produit 1 200 000 tonnes d'arachide. Demandez les huiliers. Mais on nous promet l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Mais c'est pas possible. Je l'ai dit moi à l'entame. J'ai lancé un défi à ce gouvernement-là. Ils ne pourront pas. Ce n'est pas possible. Même les chiffres qu'ils avancent, effectivement, on ne les constate pas sur le terrain. Donc, ils ont des problèmes avec les chiffres. Ils pensent qu'en annonçant, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un président qui est en campagne électorale. Aujourd'hui, en ce moment-là, si vous allez à Rufisque, là, le président est en train de recevoir des gens. Pour transhumer. Pour transhumer? Non, non, non. J'ai lu dans la presse d'aujourd'hui, M. Pathé Ndiaye, responsable de parti habitant Rufisque, qui s'est offusqué que les membres du Benno Bokk Yakaar que le président devait recevoir, effectivement, il était là, mais on lui a refusé la parole. À ce que je sache, les populations, ils ne sont pas tous dans le Benno Bokk Yakaar. Soit le président, il est en campagne électorale, ou bien il va voir les populations. Est-ce qu'on peut le reprocher? Absolument. Il le fait avec les moyens de l'État, du contribuable. Il va en campagne, il va rencontrer effectivement les femmes de Benno Bokk Yakaar dans le Pikine. Ils se sont cotisés pour 10 millions pour recevoir le président. Écoutez, je pense que nous devons dépasser ce cap-là. M. Diop, je regrette, mais vraiment, il faut revoir vos sources. Il faut revoir vos sources. Il n'a pas été nullement, non, les sources sont loin d'être fiables. Les femmes de Benno Bokk Yakaar, du département de Rufisque, ne se sont jamais cotisées pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Je regrette, mais ces sources-là ne sont pas des sources dignes de Foucault. Je regrette. Mais Pierre, c'est là où le débat est intéressant. Quel est en tout cas, ce leadership? Quel est en tout cas ce parti, ce groupe de Sénégalais qui nous proposerait mieux? Parce qu'il a fait un exposé très intéressant, mais dommage que les textes permettent à nos différents présidents qui sont passés de faire usage des fonds publics pour exécuter leur programme politique. C'est vrai que dans le cadre de ces conseils-là, mais c'est une campagne déguisée, c'est une pré-campagne, mais avec des fonds publics, d'accord, mais les textes lui permettent de le faire. Parce qu'effectivement, bon, pour certaines orientations, il avait refusé, mais les textes qui organisent et les pouvoirs qui sont passés par là, s'il vous plaît aussi, étaient dans la même dynamique et dans les mêmes pratiques. Il faisait la même chose. Il faisait la même également chose. avec ses tournées économiques. C'est pourquoi, effectivement, quand j'ai prôné que le fait que les populations prennent du recul pour observer et arbitrer, c'est-à-dire on a besoin de nouveaux projets sociaux dans le cadre de la démarche, dans le cadre des textes, parce que peut-être on aura la chance de l'aborder. On en parlera dans le cadre du protocole de Rebeuss. C'est encore des problèmes de fonds publics qui sont utilisés, orientés. Non, heureusement, le temps est fini. Voilà, je ne pense pas qu'on ait le temps il faut qu'on en parle. Le protocole de Rebeuss, rapidement. Il nous a trouvé une transition. Rapidement, votre point de vue. Bon, on va donner la parole au retardataire Ali Saleh Diop. Le procureur de la République s'était surtout saisi de ce dossier. Finalement, il a rétropédalé. Il a annulé les auditions. Comment avez-vous apprécié cette démarche? Dans quel pays sommes-nous? Au Sénégal. Un état de droit. Je ne le pense pas. Ça, ce n'est pas une caractéristique d'un état de droit. Je pense qu'effectivement, dans un pays où les tenants du pouvoir, à chaque fois que ça les enchante, essaient de colmater, de colporter des mensonges
je pèse bien mes mots, pour essayer de souiller d'honorables personnes, je pense qu'effectivement le Sénégal ne devrait pas être à ce niveau au plan démocratique. Depuis 11 ans que Idrissa Seck réclame que tout ceci est faux, que les autorités de ce pays qui sont en charge de préserver les ressources de ce pays n'ont pas fait la démarche nécessaire pour éclaircir ce problème, mais au contraire, à chaque fois que le président Idriss Seck émet une opinion sur le type de management qui est proposé aux Sénégalais, des ministres qui ne savent pas pourquoi ils sont nommés, des députés qui ne savent pas pourquoi ils sont députés, d'autres, des médias qui sont à la solde de ce gouvernement, pensent qu'effectivement c'est une occasion rêvée, parce qu'ils sont au pouvoir, d'altérer l'honorabilité des gens. Je pense qu'effectivement c'est inadmissible. Maintenant que l'occasion a été donnée par le président Idrissa Seck, par une adresse épistolaire, par une lettre qui est sous mes yeux et qui invite toutes les personnes qui en parlent de faire l'effort nécessaire d'éclairer les Sénégalais devant un jury d'honneur. D'abord, par voie judiciaire s'il le faut. Si cela n'était pas possible par un jury d'honneur, et que l'autorité que vous avez désignée tout à l'heure ait commencé en tout cas à convoquer les personnes qui ont en tout cas eu à faire de la délation, parce qu'il faut appeler les mots par leurs mots. Un beau jour, moins de 24 heures, on nous informe effectivement que le procureur effectivement a arrêté justement sa démarche. Je pense qu'aujourd'hui, il appartient au président de la République d'éclairer les Sénégalais. Lui, il dit que ce débat est sans intérêt. C'est un débat qui est cogité par les gens de son camp. C'est les gens de son camp qui l'ont cogité. Vous vous rappelez effectivement du ministre de la Jeunesse? Il n'y a pas longtemps, c'est récent. Il en a parlé. Et pourtant, ce monsieur, c'est un ministre de la République. Vous vous rappelez effectivement d'un député, Abdoumou? Vous vous rappelez effectivement d'autres gens qui sont effectivement, je ne veux même pas les nommer, et qui agitent ces questions-là. Ils pensent que Idriss est jeune. Je pense qu'effectivement, la réalité aujourd'hui, c'est que le président Macky Sall a un agenda politique pour essayer de liquider effectivement un adversaire irréductible qui est Idriss Seck. Voilà. Et justement, ces personnes qui sont autour de lui ont pensé qu'ils ont une partition à jouer. Mais d'accord, ils ont une partition à jouer. Ils ont effectivement évoqué cette question-là. Nous, ce qu'on attend au Parti Rewmi, c'est que la lumière soit faite. Justement. Par voie judiciaire, ou bien via effectivement un jury d'honneur. Docteur Cheikh Dieng, a-t-on là manqué une occasion de tirer cette affaire au clair? Oui, j'ai dit ouf quand le procureur s'est autosaisi. Ça n'arrive pas souvent. Que le procureur s'autosaisisse sur des questions importantes. J'ai dit ouf quand le procureur s'est redessaisi. Voilà, on a encore la preuve qu'on a une justice fondamentalement instrumentalisée par le politique. Il faut que ça cesse dans ce pays. Il faut qu'on cesse dans ce pays d'utiliser la justice pour régler des problèmes politiques. Karim Wade en a été victime. D'autres encore en ont été victimes. Personnellement, j'en ai été victime. Il faut qu'on arrête d'utiliser le procureur, d'utiliser la justice pour régler des problèmes politiques qui doivent être réglés dans le champ politique. Écoutez, sur cette question, je pense que le procureur aurait dû continuer sa saisine. Mais il aurait dû aussi être logique, savoir que Petro-Tim est un dossier qui mérite que le procureur s'autosaisisse. Les Sénégalais attendent davantage une autosaisine du procureur sur Petro-Tim, sur ArcelorMittal,
Mais c'est des centaines de milliards. Plutôt que sur un dossier vieux de 11 ans. Oui. Nous attendons... C'est l'argent du peuple. Oui, oui, oui. Même si c'était il faut qu'il se saisisse. Il faut tirer cette affaire au clair. Il faut que le procureur s'auto-saisisse sur tous ces dossiers. Mais évidemment, s'il s'auto-saisit sur le dossier Idrissa Seck, en passant sous silence Petrotim, en passant sous silence ArcelorMittal, en passant sous silence Big Togo, on peut bien penser qu'il y a encore une fois une instrumentalisation de la justice. Au demeurant, j'attendais de M. Idrissa Seck une plainte en bonne et due forme. Idrissa Seck a été victime d'accusations précises de la part, je ne dis pas du ministre, simplement du citoyen Mambaïna, qui a donné des numéros de compte précis, des montants précis, imputés à Idrissa Seck. Samuel Sarr a fait des accusations précises contre Idrissa Seck. J'attendais d'Idrissa Seck non pas qu'il propose un jury d'honneur dont on sait que cela n'a aucune pertinence parce que aucune capacité, aucune possibilité de régler le problème de fond. Ce jury d'honneur n'a pas de pouvoir de convocation d'autorité. Ce jury d'honneur n'a pas de pouvoir de lever le devoir de réserve des notaires qui sont des acteurs clés dans ce procès. C'est donc une saisine en bonne et due forme, une plainte devant le procureur que moi j'attendais de la part d'Idrissa Seck pour laver son honneur. Ceci étant dit, j'ai aussi regretté le langage totalement ordurier du président Idrissa Seck. Je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, les politiques n'ont pas le droit. Exemple de langage ordurier, s'il vous plaît. Les politiques... Un mot de langage, un mot juste. S'il vous plaît, M. Saleh. Mais... S'il vous plaît, M. Saleh, quand Idrissa Seck traite le président Macky Sall d'ignoble, quand il le traite de mécréant, on ne peut pas être plus ignoble que cela. Je veux dire, Idrissa Seck n'a pas le droit, avec le respect dont il joue de la part des populations, dans sa qualité de leader d'un parti, d'insulter une personnalité comme le président Abdoulaye Wade. Et que dire des propos plus ou moins salaces également tenus à son rencontre par Samuel Sarr? Réponse du berger à la bergère. Et c'est cela qui n'est pas acceptable. Oui, ça vole bas. Et c'est cela qui n'est pas acceptable dans un débat politique.